Je suis très contente d'être ici avec vous. Je m'appelle Mélodie Tonder, mon pronom c'est elle, et je suis gestionnaire des paramètres de mesure dans le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants, ou CanSFE. Je vais modérer ce webinaire aujourd'hui avec l'aide de mon collègue de la CanSFE. Merci beaucoup de nous avoir joints de tout le Canada, du Nigeria et de plein d'autres endroits. Il semble que vous vous connectez de la Tanzanie, du Bénin, du Burkina Faso et du Royaume-Uni. Donc, soyez les bienvenus. Bienvenue tout le monde. Je suis connectée depuis Toronto, au Canada, où se trouve mon foyer et où j'ai l'orgueil de travailler et de vivre dans les terres traditionnelles de beaucoup de peuples autochtones, ce qui inclut les Haudenosaunee, les Wendat, les Anishinaabe et les Mississaugas du Credit. Aujourd'hui, je suis très contente de joindre 3 orateurs impressionnants. Nous allons avoir d'abord un panorama général du CRDI sur le programme complet. Et après, nous aurons les orateurs de l'Université de Libanon qui vont aborder la dépression périnatale chez les adolescentes au Nigeria. Sur nos orateurs, le webinaire... Enfin, les orateurs vont donner leurs 3 présentations et nous leur donnerons un peu de temps à la fin pour la session questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, vous avez la liberté de faire des questions quand vous voudrez, nous pourrons les répondre à la fin. La première présentation sera faite par la docteure Sananafa, qui est spécialiste principale du programme au CRDI. Elle a plus de 20 années d'expérience dans les différents systèmes de recherche de santé pour aussi l'évaluation maternelle des enfants. La deuxième présentation sera faite par Oyi Gouregé. Le professeur de psychiatrie est directeur du centre collaborateur pour la recherche de la santé mentale et de l'OMS et du département de psychiatrie de l'Université de Libanon et qui travaille aussi avec l'Association africaine de psychiatrie, qui a travaillé avec l'association psychiatrique. Et la troisième présentation, à la fin, mais pas moins important, nous aurons le docteur Bibilola Oladeji, chargée de cours principale de l'Université de Libanon. Elle est conseillère de psychiatrie dans l'Université de Libanon. Elle a aider des fournisseurs de soins de première ligne pour faire des recherches sur la santé mentale. Maintenant, nous continuons avec la docteure Sananafa qui va nous expliquer un petit peu plus. Merci beaucoup à mes collègues du Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants. C'est un grand plaisir de participer dans ce webinaire si intéressant. La dépression périnatale chez les adolescentes au Nigeria est un des 28 projets de recherche de l'ISMEA. L'ISMEA, c'est l'innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique. C'est un projet de mise en œuvre de la recherche qui a commencé en 2014 jusqu'à juillet 2021. C'est un partenariat financé par le Centre de recherche pour le développement international, les instituts de recherche en santé du Canada et Affaires mondiales Canada. L'objectif de l'innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique, c'est d'améliorer les résultats maternels des nouveau-nés et des enfants en Afrique en renforçant les systèmes de santé tout en utilisant d'abord les soins de santé primaires comme point de départ. Nos objectifs spécifiques, c'est de réduire les lacunes de savoir spécifiques et d'augmenter la prise de conscience parmi les décideurs sur des soins de santé primaire qui soient accessibles et envisageables. Nous voulons aussi créer cette capacité individuelle et institutionnelle pour avoir une recherche
fondée sur des résultats afin de pouvoir créer des données de recherche qui puissent informer les politiques. Nous voulons aussi renforcer la collaboration entre les chercheurs canadiens et africains qui travaillent en partenariat avec des décideurs africains, afin de pouvoir mettre en œuvre et intensifier des politiques et des interventions spécifiques à la santé maternelle et des enfants en Afrique. L'initiative a commencé en 2014 et va finir en juillet 2021. La quantité totale du budget est de 36 millions. Cela inclut 28 subventions de recherche. Parmi elles, nous avons 19 subventions originelles et 9 subventions de synergie. Les équipes sont composées d'un chercheur principal, d'un institut ou université africaine et un chercheur co-principal qui sera d'un institut canadien et qui auront des positions de décideurs. Donc, ils seront en contact avec des décideurs au niveau local du pays. Nous avons aussi 2 subventions pour des organisations de politique et de recherche de la santé en Afrique de l'Ouest. Ces organisations de politique et de recherche de la santé vont organiser les traductions pour les recherches afin de faciliter les résultats et pouvoir les augmenter au niveau national et régional. La partie de l'Afrique de l'Ouest, ou l'Organisation ouest-africaine de la santé, au Burkina Faso, et dans la partie de l'Est, c'est un consortium de 3 institutions. Le Centre de recherche de la population africaine et de la santé au Kenya et la Communauté de la santé de l'Afrique de l'Est, du Centre et du Sud en Tanzanie, ainsi que les partenaires pour la population et le développement de l'Ouganda. 11 pays ont participé. Les pays sont le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Diapo suivante. Ce plan nous montre la distribution des subventions. Nous voyons les 19 subventions originelles, les 9 subventions de synergie et les 2 organisations de politique et de recherche de la santé. Une, c'est l'organisation ouest-africaine et l'autre, c'est le consortium dans la partie de l'Est de l'Afrique. C'est important de savoir que la règle des organisations de politique et de recherche de la santé, c'est de fournir ce savoir essentiel et de cette façon, ces recherches pourra donner des résultats au niveau national et régional en Afrique. Les 28 subventions de recherche se centraient dans des domaines thématiques. Par exemple, des interventions basées dans les installations, des interventions fondées dans la communauté, des interventions qui permettent donc d'avoir des politiques, des interventions de ressources humaines pour la santé. Et les subventions de synergie se centrent surtout sur les adolescents, la santé génésique, les plans de famille et des interventions qui ont cette perspective de genre. Donc, même si l'approche du projet se centre dans un domaine thématique, ils peuvent résoudre d'autres sujets aussi. Par exemple, les interventions centrées en installation dans la Tanzanie ont créé donc des améliorations dans les installations et ils ont pu
amplifier ce projet jusqu'au niveau de la communauté, ainsi qu'au niveau de prise de décision dans le district, pour utiliser les systèmes existants d'une meilleure façon. Un autre exemple au Nigeria, c'est les projets éducationnels et les projets de recherche de visite au foyer qui ont été amplifiés. Un autre exemple au Nigeria, c'est le programme éducationnel des visites aux communautés, un projet de recherche qui a permis d'avoir une influence au niveau des décideurs et qui a réussi l'institutionnalisation du programme des visites au foyer au niveau du district, ainsi qu'au niveau de l'État au Nigeria. Un autre programme de planification familiale qui a permis au personnel de santé de la communauté d'utiliser la technologie et le recueil de données ainsi que l'éducation pour augmenter l'accès à la planification familiale et en particulier pour les adolescentes. Nous avons beaucoup de très bons exemples sur ce domaine de discussion. Nous passons avec nos collègues du Nigeria. Merci. Merci beaucoup, Sanaf, de cette présentation. Et merci à nos participants. Nous allons partager les liens dans la boîte à questions. Merci beaucoup, Mélodie, de cette présentation. Et merci à CANSFE et à la CRDI d'avoir fait ce webinaire. Je remercie beaucoup de cette opportunité de partager quelques aspects du travail que l'on a fait pour la santé mentale des femmes et en particulier sur la santé mentale maternelle. Ça fait plusieurs années déjà. Ce projet a été financé surtout par des institutions canadiennes, comme vous pouvez le voir dans la diapositive. C'est dans ce contexte et dans ces activités que nous avons vu l'importance de la recherche sur la dépression périnatale, surtout pour reconnaître ce domaine de la santé. Et nous centrer sur ce sujet-là afin d'avoir plus d'attention. Aujourd'hui, mon collègue et moi, nous allons vous montrer quelques domaines liés à la dépression des adolescentes. Nous allons parler sur la grossesse des adolescentes, nous allons parler sur l'échelle et les conséquences au niveau global, et surtout dans les pays à revenus faibles ou moyens. Donc voilà, nous allons voir quel est l'impact et en particulier, nous voulons souligner les différences entre les adultes et les adolescentes qui souffrent de ces conditions. Pour faire cela, j'aimerais qu'on fasse attention à cette brèche sur la réponse du système de la santé quant à ce sujet en particulier. Après, mon collègue va décrire ce qu'on fait pour résoudre cette lacune, cette brèche, pour répondre aux défis de la dépression périnatale chez les adolescentes. Alors, la grossesse chez les adolescentes, c'est un problème mondial. La OMS a une estimation d'un 11% des naissances qui seraient des filles entre 15 et 19 ans. Et la Banque mondiale considère une moyenne de 44 naissances ou accouchements de 1000 adolescentes partout dans le monde, de 1 à 201 à travers les différents pays. Voilà, ces taux élevés, en général, ont lieu dans les pays à revenus faibles ou moyens, et les taux les plus élevés sont représentés dans l'Afrique subsaharienne. Par exemple, au Nigeria, le 30% des femmes ont des accouchements avant d'avoir 18 ans, et le taux de naissance est de 109 pour 1000 adolescentes. Voilà, donc il s'agit d'un grand problème
au niveau local, mais en particulier dans les pays à revenus faibles ou moyens. La dépression périnatale, qui est un type de dépression, va commencer pendant la grossesse et va continuer dans la période postnatale. C'est très commun chez les adolescentes. Des études de rapports réalisés par les adolescentes indiquent un 8% vers 47% selon la période d'évaluation. Cependant, lorsque les médecins réalisent cette étude et font ce diagnostic, nous avons un 16% et 26% selon la période périnatale, donc pour ces adolescentes qui auront une dépression périnatale. Donc voilà, il s'agit d'une expérience très commune chez les adolescentes. Cela a plusieurs conséquences que nous montrerons dans la diapositive suivante. Diapo suivante. Non, celle qui était avant. Merci. Alors, quelques-unes des conséquences incluent des naissances prématurées et des poids insuffisants à la naissance pour les bébés, des grossesses non planifiées. Cela veut dire que lorsqu'une adolescente a été enceinte, elle a eu une dépression, il y aura un risque plus élevé d'avoir une grossesse non planifiée. Après cela, elles ont la tendance à avoir des faibles compétences parentales, ce qui est manifesté par des attitudes agressives dans l'éducation des enfants. Et ce problème sera associé avec des problèmes de croissance et de développement chez les enfants. Un très bon nombre de rapports qui nous montrent cette croissance du retard de la croissance chez les enfants jusqu'à l'âge de l'adolescence. Cela va se traduire par de taux élevés de psychopathologie chez les enfants lorsqu'ils grandissent. Diapo suivante. Alors, nous avons conduit un test de contrôle aléatoire dans la partie sud-ouest du Nigeria. Nous avons sélectionné des femmes de plusieurs cliniques. Nous voulions répondre à deux questions principales pour cette étude particulière. Quelle est la différence entre les adolescentes et les adultes quant à la dépression périnatale lorsqu'on considère l'impact de la condition? La dépression périnatale est très commune dans plusieurs contextes, mais pour les adolescentes, cela sera très différent quant aux impacts et aux différentes conditions. Et quant au traitement, quelle sera la différence entre ces deux groupes? La réponse, est-ce qu'il y a des différences quant aux traitements effectifs et en particulier si l'on compare donc les adolescentes et les adultes. Donc, cette étude répandre les soins pour les femmes qui ont une dépression périnatale, donc qui s'appelle Exponet. On utilise une intervention de baisse intensité et une autre de plus grande intensité selon le nombre de sessions thérapeutiques que les femmes ont reçues pour traiter la dépression périnatale. Nous avons fait le suivi dans une procédure de 6 mois. De cette façon, nous avons vu les différences entre les adultes et les adolescentes en termes de traitement. Diapositive suivante. La population qui a été évaluée est de 9000 femmes. Nous avons eu des adolescentes. Nous avons eu plus de 772
et 727 avaient une dépression de modérée à sévère. Ces adolescentes ont eu l'opportunité de participer afin de pouvoir analyser l'impact de cette condition, mais aussi en termes du résultat du traitement. Diapo suivante. Ce que nous avons trouvé, donc voilà, c'est le résumé de quelques-unes de nos trouvailles. Lorsque nous avons confirmé ce rapport sur la dépression périnatale qui est beaucoup plus élevée chez les adolescentes si l'on la compare à celle des adultes. Elle est presque 3 fois supérieure que chez les adultes. Il y a eu tout un rang de problèmes pour les adolescentes si l'on compare avec les adultes pendant la grossesse, quant aux attitudes, quant à l'acceptation, quant au suivi du traitement. En général, les adolescentes ne voulaient pas suivre ce traitement et, par exemple, elles rataient quelques sessions thérapeutiques qui étaient prévues pour traiter cette condition. Elles avaient aussi des nourrissons de poids insuffisants et en général, elles avaient aussi des enfants mal nourris à 6 mois après la grossesse. Après d'avoir vu la rémission de ces dépressions, nous avons vu le déficit des compétences parentales persistantes, même 6 mois après la naissance. Ça veut dire qu'il y avait des symptômes même lorsqu'elles avaient fait tout ce qui était requis pour ce traitement. Diapo suivante. Donc, il semblerait que ce qui marche pour les adultes avec la dépression périnatale n'est pas adéquat pour les adolescentes. Ce déficit que l'on a vu indique probablement le fait qu'on n'a pas pu répondre aux besoins spécifiques de ce groupe. Nous pensons qu'il y a un besoin et un traitement spécifique qui doit être conçu afin de pouvoir répondre à ces besoins que les adultes n'auraient pas nécessairement. Et pour pouvoir répondre, par exemple, et améliorer les compétences parentales. On voulait voir de quelle façon les personnes avaient résolu ce problème. Et mondialement, nous avons vu qu'il n'y a pas beaucoup d'attention au traitement pour les adolescentes spécifiquement qui ont une dépression périnatale. Il n'y a pas beaucoup d'études. Il n'y a que des preuves très petites, des études aléatoires très petites. Et il n'y a pas d'études sur des pays à revenus faibles ou moyens. Donc, nous avons une lacune très grande quant à ce problème qui touche les adolescentes. Diapositive suivante. Donc, nous devons remplir cette brèche. Et pour pouvoir résoudre ce problème, il y a certaines choses que l'on doit faire. L'une d'entre elles, c'est le paquet d'intervention qui doit être conçu pour les adolescentes qui, on doit le dire, non seulement par les particularités de la grossesse, mais aussi par les particularités de l'adolescence. Ce qui est un point de référence dans la vie. Aussi, l'intervention doit prendre en compte les différents sujets sexospécifiques. Aussi, ces interventions doivent être conçues avec une approche très forte qui soit psychologique. Parce que beaucoup de femmes ne veulent pas prendre des médicaments
pendant la grossesse. Ainsi que les médecins ne veulent pas prescrire des médicaments pendant la grossesse, puisqu'il y a de l'évidence confuse sur les risques des antidépressifs pendant la grossesse. Et ce genre d'interventions doivent faire face aux problèmes particuliers des compétences parentales que j'ai déjà soulignées. Cela peut être traduit dans des problèmes pour les enfants lorsqu'ils grandiront. Ce genre d'intervention doit considérer que les adolescentes ont besoin d'avoir un soin spécifique, même si on sait déjà qu'il y a des problèmes ou des difficultés pour que les adolescentes reçoivent du traitement, surtout pour la partie de la santé mentale spécifique. Mais nous savons qu'il y a un taux élevé de soins prénatals dans notre pays. Par exemple, le 99% des adolescentes ont ce soin prénatal. Donc il pourrait être un bon moyen d'avoir ce type d'intervention pendant les soins prénataux que les adolescentes auront. Et n'importe quel type d'intervention qui sera conçue doit avoir des évaluations rigoureuses pour prouver qu'il fonctionne et qu'il pourra être amplifié pour les soins de routine. Diapo suivante. Ce sont les brèches que nous avons notées dans ce champ pour répondre aux défis de la dépression périnatale chez les adolescentes. Nous voulons décrire sa conception pour les adolescentes et leurs expériences. Merci beaucoup. J'aimerais unir ma voix à celle de l'autre panéliste pour remercier KNSFE de nous avoir invités cet après-midi pour présenter le travail que nous faisons quant à la dépression périnatale chez les adolescentes. Répondre aux défis de la dépression périnatale chez les adolescentes, ou RAPID par ses sigles, est un des projets de synergie qui a été mentionné préalablement par Sana dans la présentation des projets. C'est un projet d'efficacité hybride de la mise en œuvre d'un essai contrôlé randomisé par groupe. Il s'agit d'explorer l'efficacité et l'utilité, comme cela a été mentionné par le présentateur préalable, du paquet conçu et voir quelle est sa scalabilité pour voir donc quel sera l'impact pour les adolescents. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce projet rapide a été conduit en 28 centres sélectionnés des centres de santé sélectionnés. Vous voyez la photo dans dessous, c'est une salle d'attente avant d'entrer à la clinique. Et c'est là où on a distribué les brochures pour voir le personnel de santé. De cette façon, nous avons pu avoir un contrôle en deux groupes. Le premier groupe était une intervention conçue et notre paquet a été mis en œuvre là. Et de l'autre côté, dans les autres cliniques, c'est où nous avons eu des adolescentes sélectionnées de façon aléatoire dans ces cliniques. C'est-à-dire que toutes les adolescentes qui ont une grossesse seront enregistrées et elles auront l'évaluation EPDS. La scale de dépression postnatale d'Édimbourg. Les participantes ont consenti et celles qui ont eu 12 points ont été enregistrées dans cette étude. Dans ces cliniques, pendant le temps de ce projet, nous avons eu 1237 adolescentes qui ont été examinées
Et parmi ces participantes, le 18%, c'est-à-dire 223, ont eu une dépression de modérée à sévère. Cette dépression périnatale. Nous avons fait l'exploration de ces détails. Un point à souligner, c'est que les adolescentes les plus jeunes ont plus de probabilité d'avoir une dépression. Par exemple, dans le groupe des 14 jusqu'aux 17 ans, nous avons 27,9%. Et de 18 à 20 ans, elles ont un pourcentage de 16,4%. On a vu qu'elles viennent aussi des contextes économiques bas. Elles avaient aussi des problèmes de sécurité alimentaire, ce qui voulait dire qu'elles allaient se coucher en ayant faim au moins un jour par semaine. Et ces adolescentes avaient plus de probabilité d'avoir une dépression. Diapositive suivante. Avant de continuer avec la description de nos interventions, j'aimerais vous dire de quelle façon on a informé la conception de ces interventions. Pour former ce projet, nous avons souligné cette partie de l'étude qualitative. Nous avons eu des groupes de discussion, en total 6, qui allaient interagir avec les adolescents. Nous devions choisir des mères adolescentes. Nous avons pris notre contrôle randomisé préalable. Nous avons sélectionné pour montrer les différents groupes et quel est le niveau ou la qualité de participation dans ces interventions pendant l'essai. On a voulu explorer quels sont les facteurs pendant ces sessions d'intervention, pour leur présence ou leur absentéisme. Pourquoi on avait cet absentéisme? On a eu 3 groupes aussi. 3 groupes de mères et 3 groupes de personnel de la santé qui travaillent avec ces adolescentes dans les cliniques. Diapo suivante. Pour ceux qui ont été présentes dans ce service, ils ont vu les bénéfices perçus. Une d'entre elles a dit « J'étais dans un très mauvais état lorsque je suis allée à la clinique. Je pensais que ma vie avait fini. Cependant, le plus souvent que j'allais à la clinique, je parlais à la matrone et je me sentais mieux. Et voilà, on a vu comment on la soutenait. On l'aidait pendant ces séances. » Diapo suivante. Les barrières que l'on a trouvées pour cette utilisation du service étaient de 2 types. Un sont les stéréotypes négatifs de la part du personnel de la santé. Ils avaient des opinions, par exemple, ces filles sont impolies, c'est difficile de leur donner du service, et quelques-uns d'entre elles avaient des attitudes très négatives envers elles puisqu'elles étaient enceintes. Et cette attitude avait une négativité culturelle puisqu'elle n'était pas mariée, mais elle était enceinte. Les adolescentes. Non, est-ce qu'on peut aller dans la diapositive antérieure? Aussi, les adolescentes se sentaient stigmatisées par le personnel de la santé. Voilà un commentaire d'une adolescente. J'ai eu une mauvaise expérience avec une infirmière. Elle vérifiait tout le monde pour voir si les bébés étaient en train de respirer. Elle était toujours mal polie avec les jeunes. Elle m'a dit que j'étais enceinte pendant que mes camarades de classe étaient à l'école. Je me sentais vraiment sans valeur. Je lui ai répondu, je lui ai dit qu'elle était une mauvaise personne. J'ai refusé de recevoir du service de sa part. Donc voilà, les adolescentes se sentent stigmatisées. Additionnellement, puisqu'elles ne sont pas bien reçues dans les cliniques, elles ont aussi plein de difficultés avec leur famille. Beaucoup d'entre elles ont été rejetées. Elles n'ont pas été acceptées dans leur famille. Elles sont souvent aussi rejetées par le père de leurs enfants. Alors, si on réunit tous ces éléments, on savait qu'il fallait concevoir une intervention pour la dépression périnatale chez les adolescentes
et on devait leur donner du besoin pour leur compétences parentales, mais fallait aussi savoir que pour que les adolescentes puissent recevoir ces services, le personnel de la santé doit changer leur attitude. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour la formation du personnel de la santé, nous avons adopté un schéma similaire à celui que l'on avait auparavant. Nous avons eu plein d'interactions avec le personnel de la santé à travers ces séances, qui ont eu lieu pendant 3 jours, puisque quelques-uns d'entre eux avaient déjà eu quelques autres formations pour des interventions pour la dépression, mais cela était centré sur les mères adolescentes. Nous avons eu plusieurs séances didactiques, pédagogiques, où nous avons parlé de plusieurs sujets. Après, nous avons eu des groupes de discussion, nous avons eu des jeux de rôle. Pour ces jeux de rôle, le personnel de la santé a été divisé en groupes de 3 ou 4 et chacun avait un temps pour s'exercer sur les interventions où le personnel de la santé va jouer le rôle d'une femme adolescente qui entre dans la clinique et les autres vont observer, ils vont documenter tous les sujets que le personnel de la santé n'a pas touchés. Diapo suivante, s'il vous plaît. D'accord. Pour continuer sur le contenu de cette formation, on a commencé par leur donner du retour d'informations sur ces groupes de discussion. On leur a dit ce que les adolescentes considèrent. On a parlé sur ça. Un des sujets qui est surgi, on a parlé des choses qu'ils considéraient comme malpolies et on leur a dit que c'était des comportements normaux chez les adolescentes pour qu'ils puissent les comprendre. On a parlé aussi des difficultés dans les grossesses adolescentes. D'accord, notre intervention, comme je l'ai déjà dit préalablement, était sur les dépressions, mais on s'est centré aussi sur les compétences parentales. Nous avons eu 6 séances que les adolescentes devaient avoir de façon prénatale. Ces séances étaient structurées de la façon suivante. On fournissait de l'information sur ce qu'elles devraient faire dans chaque séance. D'abord, on devait présenter les adolescentes. Pour qu'elles sachent de ce que l'on allait parler, on avait développé un manuel qui était très illustratif et nous avons eu aussi des brochures d'information. J'aimerais vous montrer un petit peu du contenu des brochures et du manuel. Ces images nous montrent aux adolescentes et au personnel de la santé différentes informations pour que les adolescentes comprennent les symptômes de la dépression et quelques activités qu'elles peuvent faire pour surmonter la dépression. Il y a une activité chaque jour afin qu'elles puissent surmonter cette dépression. Nous avons des traitements de solutions de problèmes. Voilà, on nous montre différentes images sur la résolution de problèmes. De cette façon, elles peuvent développer des compétences pour résoudre des problèmes qu'elles pourront utiliser après dans leur vie. Comme on l'a déjà mentionné, notre intervention se centrait dans les compétences parentales puisqu'on a découvert que même si les adolescentes étaient mieux en termes de dépression, leurs compétences parentales étaient très faibles. Alors dans chaque séance, le personnel de la santé devait parler sur différents aspects qui étaient divisés en 4. Le premier, c'est le soin de soi-même. Le deuxième, c'est la préparation pour le bébé. La science de la grossesse et aussi l'éducation des adolescentes sur de quelle façon éduquer leurs enfants
et de quelle façon répondre au bébé. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'aimerais souligner cette diapositive, les choses que l'on a découvertes, l'interaction des adolescentes. Même si beaucoup d'entre elles avaient des problèmes avec leur structure sociale lorsqu'elles étaient enceintes, beaucoup d'entre elles sentaient que dans ce processus d'être enceinte, il y avait une femme plus âgée avec qui elles s'identifiaient. Parfois, c'était quelqu'un de leur famille qui pouvait leur aider avec les compétences parentales. On a demandé aux femmes d'identifier une femme plus âgée. Pour l'objectif de ce projet, on les a appelées les mères du quartier. C'était pas très strict qui les adolescentes pouvaient choisir. Les adolescentes devaient choisir quelqu'un avec qui elles pouvaient s'identifier, en qui elles pouvaient faire confiance. Et cette personne-là devait habiter à une distance accessible à pied. Beaucoup d'entre elles ont choisi leur mère, mais d'autres adolescentes ont choisi des voisines ou des tantes ou des cousines. C'était pas une personne spécifique, mais ça devait être une personne qui pourrait les aider. Cette femme devait rendre visite à l'adolescente dans la clinique et on avait cette règle qu'on attendait. C'était de rendre visite à l'adolescente tant que possible après la naissance, enfin après l'accouchement, et aider la mère avec le soin de soi-même et le soin de l'enfant. Pour résumer, j'aimerais faire mention de ce cas d'étude. C'est d'une adolescente du programme, elle avait 18 ans. Elle avait été éduquée par sa grand-mère puisque ses parents étaient séparés depuis qu'elle était petite fille. Après le lycée, elle avait été envoyée dans une autre école, donc elle est tombée enceinte et le père de la fille était déjà marié et avait 2 enfants, donc il ne voulait rien avoir avec cette adolescente. Comme elle était enceinte, la grand-mère ne voulait pas l'accepter, elle ne voulait pas un enfant additionnel, donc elle lui a dit de s'en aller. Elle est allée voir ses parents, mais ils ne voulaient pas l'accepter non plus. Un des voisins l'a envoyé dans un centre de santé et c'était un des centres où on a mis en œuvre ce projet. Et donc, elle a passé l'examen EPDS et elle a eu un score de 17 points. Elle avait déjà des idées suicidaires. Donc, elle a reçu de l'éducation pour pouvoir négocier avec sa grand-mère et avec l'homme, enfin le père de son fils, pour qu'il donne un peu d'aide à l'enfant. On l'a aidée dans la clinique pour qu'elle puisse se soutenir elle-même. Après qu'elle eut accouché, elle a complété sa formation et le personnel de la santé l'a aidé aussi à avoir l'équipement afin de pouvoir s'établir de façon autonome. Ce cas souligne les changements positifs du personnel de la santé dans la clinique, qui sont beaucoup plus bienveillants et le personnel de la santé ont beaucoup aidé cette adolescente. Donc nous espérons et nous souhaitons que nous pourrons soutenir l'efficacité de cette intervention. On pourra apprendre davantage sur notre étude et sur le protocole et de l'étude que j'ai déjà mentionnée préalablement. J'aimerais remercier nos financeurs pour leur soutien, pour ce projet, et merci aussi pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos 3 orateurs de vos présentations.
Maintenant, nous avons quelques questions que nous avons reçues et un commentaire. J'aimerais donner la bienvenue aux 3 panélistes pour répondre à ces questions. La première question que nous avons. Le participant a mentionné que les faibles compétences parentales ont été observées dans la jeunesse qui ont des grossesses non planifiées. Cela pourra s'éteindre au-delà de l'adolescence, dans la dépression, comme le professeur l'a déjà dit. Cela est un facteur très important. La question est-ce qu'il y a des paquets pour les adolescents et les adultes que l'on pourrait mettre en œuvre parmi les mères jeunes, qu'elles soient déprimées ou non? Mélodie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, répéter la dernière partie de cette question? Oui, je m'excuse, je pense que la connexion n'était pas stable. La question, est-ce qu'il y a des paquets pour les adolescents et la jeunesse que l'on puisse mettre en œuvre parmi les jeunes mères, qu'elles soient déprimées ou pas? Oui, bien sûr qu'il y a. On travaille un peu sur les compétences parentales et les paquets que l'on a développés. Vous pouvez avoir recours en ligne de façon gratuite à quelques-uns d'entre eux qui répondent à cette question. En spécifique pour les adolescentes avec la dépression périnatale, mais en général. Et peut-être pas nécessairement seulement parmi les adolescentes, mais peut-être qu'on pourra l'appliquer à d'autres groupes. Mais il y a déjà des recours qui ont été développés. On peut aussi obtenir des paquets développés par d'autres institutions. Merci. Maintenant, la question suivante est pour vous. Selon votre expérience avec ces adolescentes, quels sont les facteurs qui prédisposent à qu'elles soient enceintes? Il y a plusieurs facteurs qui prédisposent pour qu'elles tombent enceintes. Il y a un facteur principal puisque beaucoup de ces adolescentes viennent de contextes très pauvres. Donc la pauvreté est un facteur de la grossesse dans l'adolescence. D'autres problèmes qu'on peut considérer, c'est qu'elles ne sont pas à l'école. C'est un facteur clé. Puisqu'elles sont dans ce contexte de pauvreté. Oui. Et dans quelques pays, l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans est obligatoire. Mais cela n'est pas le cas du Nigeria. L'éducation est obligatoire peut-être jusqu'à 11 ou 12 ans, quelque chose du genre. Cela veut dire que beaucoup d'adolescentes quittent l'école. Comme ma collègue l'a déjà mentionné, cela est un facteur de grossesse, surtout lorsqu'elles s'engagent dans des activités commerciales qui pourraient être en relation avec ce contexte de pauvreté. Merci. Nous avons une autre question de la part des participants. Est-ce qu'on ne devrait pas se centrer aussi dans des soins de service holistiques? J'aimerais dire qu'une des choses que l'on fait, on travaille avec le personnel de santé de soins primaires. Donc, ils travaillent avec tout le monde. Donc, si on améliore ces groupes-là, si on améliore leur attitude, ça va améliorer le service qu'ils donneront à tout le monde, qu'ils soient déprimés ou pas. On se centre vraiment dans des groupes qui travaillent sur la dépression, mais aussi en général pour améliorer les services de santé. Je l'ai déjà mentionné. On veut souligner aussi que c'est
membres du personnel de la santé peuvent parler à ces adolescentes sur la planification familiale. Quelques adolescentes sont invitées à des séances, des discussions préliminaires. Il y a des adolescentes enceintes qui avaient déjà participé à l'essai randomisé et quelques-unes parmi elles sont venues avec un autre bébé. Donc voilà, elles ont un nouveau bébé après 2-3 ans. C'est pour ça que le personnel de la santé doivent participer dans cette discussion de planification familiale pour que les adolescentes puissent comprendre ce sujet-là. Merci. Je pense que c'est la dernière question qui sera disponible aujourd'hui. Avez-vous une idée du taux de participation à la planification familiale postnatale pour ces adolescentes? Le personnel de la santé qui fournit des services de la planification familiale au Nigeria sont connus du fait qu'ils découragent les femmes célibataires, les adolescentes, d'y participer. C'est vrai. Et c'est un des points que l'on essaie de résoudre avec le personnel de la santé. On sait que si l'on ne prend pas soin de ces adolescentes, elles vont revenir. Et donc voilà, j'ai l'exemple des cas que j'ai déjà mentionnés. Il faut aider les adolescentes pour qu'elles aient un moyen de subsistance, pour qu'elles puissent prendre soin de soi-même. C'est un point clé pour éviter une future grossesse. En termes de planification familiale, il faut analyser ce sujet complètement. Et nous avons donc cette étude qui est en cours. Merci. Bibi, et peut-être qu'il y a quelques commentaires que l'on peut dire. La santé mentale est un sujet de discussion au Nigeria. On a déjà écouté les participants qui ont déjà répondu aux questions. De quelle façon peut-on avoir ces soins de santé mentale dans les zones urbaines et surtout dans les zones rurales? Oui, nous avons quelques projets et au niveau de la politique, mais nous avons le problème du stigmatisme et des attitudes du personnel de la santé pour parler sur la santé mentale. Mais comme on l'a montré, le personnel de la santé sont en formation. Ils peuvent être formés pour changer leurs attitudes. Ils peuvent être formés afin d'acquérir les compétences nécessaires pour délivrer des soins de base pour les conditions de la santé mentale, non seulement la dépression, mais d'autres conditions aussi. Pour que cela ait lieu, il faut avoir un haut niveau d'attention dans les politiques pour l'intégration de la santé mentale dans les soins primaires, pour permettre et encourager les formations de services pour le personnel quant à ces sujets et au sujet des conditions mentales, mais aussi pour les encourager, pour qu'ils puissent pourvoir ces soins de la santé mentale. Ces incentives ne sont pas seulement monétaires, mais s'ils fournissent ces services, cela sera documenté et alors il sera probable qu'ils auront la volonté de fournir ces services de santé mentale. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour l'intégration de la santé mentale, non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines, puisque le nombre de spécialistes dans plusieurs pays que l'on nomme est pas très élevé. Du fait aussi que beaucoup de ces spécialistes se trouveront dans les zones urbaines. Merci beaucoup à vous tous. Maintenant, on aimerait donner le microphone à Sana pour un petit résumé avant de finir avec ce webinaire. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier nos panélistes, les Dr Oyi et Dr Bibilola. Et merci de ces recherches qui viennent de l'Université de l'Ibadan. Et aux membres de soins primaires pour tout leur très bon travail au Nigeria. Cela nous donne le goût de l'importance
d'investir dans les soins primaires. C'était vraiment très intéressant de pouvoir entendre l'histoire et toutes ces histoires qui ont été soulignées et qui prouvent l'importance d'investir dans les soins primaires et d'avoir plus d'égalité dans le domaine de la santé, ainsi que diminuer la tâche et la charge des hôpitaux qui ont déjà une très grande charge à cause de la COVID-19. Je remercie beaucoup de ce travail qui est fait aussi dans ce projet de recherche et je vous invite à visiter notre site web et de nous suivre pour l'initiative de la santé maternelle et des enfants dans ces pays-là. Merci beaucoup à Cannes SFE, c'était vraiment très intéressant. Merci à nos panélistes merveilleux, merci de partager tout ce travail et merci à tous ces participants pour vos questions. Et donc ma collègue va partager toute l'information de contact. Au cas où vous aurez des questions et commentaires, on va recevoir l'enregistrement du webinaire que l'on pourra partager avec vous. Merci beaucoup et j'espère que vous profitez bien du reste de votre journée.